Aujourd'hui, nous allons évoquer la notion de patrimoine dans un aspect plutôt général. Alors, pour commencer avec cette notion, il y a deux articles très importants du Code civil. L'article 2284 qui dit que l'individu est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens et que, avec l'article 2285 du Code civil, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Alors, pour donner une petite définition, le patrimoine, il va être défini comme l'ensemble des biens et des dettes qui constituent une universalité de droit. Qu'est-ce qu'une universalité de droit? C'est bien regrouper l'actif plus le passif. Ne pas confondre avec l'universalité de fait, justement. Alors ensuite, on peut faire une opposition entre deux théories, dites la théorie classique et la théorie des patrimoines d'affectation. En ce qui concerne la théorie classique, il y a 4 points essentiels. Le premier point est que seules les personnes peuvent avoir un patrimoine. Le deuxième point est que toute personne a un patrimoine. Le troisième point concerne que le patrimoine comme étant lié à la personnalité tant que dure la personnalité, c'est-à-dire que c'est intransmissible entre vifs. Et le quatrième point concerne l'unicité du patrimoine, c'est-à-dire que toute personne n'a qu'un seul patrimoine. En opposition à cette théorie classique, il y a donc la théorie des patrimoines d'affectation qui est un peu plus récente. Cela va concerner la fiducie, instaurée par la loi de 2007, c'est-à-dire qu'on transfère des biens à un ou plusieurs fiduciaires, donc c'est un peu contradictoire avec la théorie classique. Dans un but déterminé d'un ou plusieurs bénéficiaires, également le fiduciaire est à la tête de son patrimoine personnel plus le patrimoine du coup fiduciaire. Donc il y a une opposition notamment avec le phénomène d'unicité prévu dans la théorie classique. De même, un peu l'exception, ça va être le IRL, donc l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, instauré par la loi du 15 janvier 2010. Alors ici, les patrimoines professionnels vont être distincts du patrimoine personnel, donc on voit bien que c'est une exception à la théorie classique. Ensuite, nous allons évoquer les droits extra-patrimoniaux en opposition aux droits patrimoniaux. Il faut savoir qu'il y a des règles à connaître par cœur qui opposent ces deux droits. Donc les droits extra-patrimoniaux sont des droits qui sont incessibles, qui sont intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, alors que les droits patrimoniaux sont cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles. Pour les droits ex-patrimoniaux, cela va concerner les droits de la famille, les droits politiques comme le droit de vote, etc. Les droits de la personnalité, on va parler des droits fondamentaux. Et en ce qui concerne les droits patrimoniaux, on va parler de droits réels, c'est-à-dire un pouvoir direct et immédiat sur une chose, mais également des droits personnels, c'est lorsqu'un créancier exige quelque chose au débiteur.